Kadior Média, la chaîne du Kadior. Une cause, un facteur de la décolonisation évoqué dans le prétexte. Et dans le prétexte, il s'agit de quoi? Le rôle des guerres mondiales. N'est-ce pas? Il y a dans le prétexte encore l'anticolonialisme des deux grands. N'est-ce pas? Si l'élève développe une autre cause non développée dans le prétexte, il passe à côté. Donc voilà ces deux causes développées dans le prétexte. C'est fini? Deuxième partie, analyser les processus d'émancipation de l'Inde et de l'Indochine en faisant une étude comparée. Qu'est-ce que c'est comparer dans la taxonomie? Comparer. Qu'est-ce que c'est comparer? Qu'est-ce que c'est comparer dans la taxonomie? Oui. Comparer les dissemblances. Les dissemblances. Comparer, oui. Hein? Différencier. Qu'est-ce que c'est comparer? Égal à similitude et dissemblance. Qu'est-ce que ces deux colonies ont en commun? L'Inde et l'Indochine sont deux colonies d'Asie. Similitude. L'Inde et l'Indochine sont deux colonies qui ont connu une décolonisation avec une indépendance et une partition, division du pays. L'Inde est divisée en deux. L'Inde, le Pakistan qui a donné plus tard le Bangladesh. L'Indochine est divisée en plusieurs. Il y a l'Indochine, il y a le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Similitude, dissemblance. Qu'est-ce qui les différencie? L'Inde et l'Indochine, donc les dissemblances, c'est donc la forme. L'Inde a connu une décolonisation pacifique, l'Indochine a connu une décolonisation violente. N'est-ce pas? Dissemblance, les mouvements nationalistes en Inde étaient des mouvements pacifiques et des mouvements violents en Indochine. Gandhi proposait la non-collaboration avec le colon, le boycott des produits anglais, la désobéissance civile, n'est-ce pas? Le refus maintenant de payer l'impôt. Et de l'autre côté, il y a le Viet Minh avec Ho Chi Minh. Et Ho Chi Minh maintenant qui s'inspirait de l'idéologie, le marxisme, le léninisme, c'est-à-dire le communisme, un mouvement radical. N'est-ce pas? Je pourrais mettre encore, il y a aussi maintenant les colonisateurs, dissemblance. L'Inde était colonisée par la Grande-Bretagne très pragmatique, c'est-à-dire prête à lâcher la colonie. Par contre, la France s'entêtait de ne pas lâcher les colonies. Donc j'ai donné deux exemples, ça suffit. Voilà une étude comparée. C'est comme si on vous dit comparer l'Inde et l'Indochine. La décolonisation en Inde et en Indochine. Si vous ne montrez pas les similitudes et les dissemblances, vous êtes en train de faire autre chose que de comparer. C'est ça. Si vous avez pris l'Inde, vous traitez l'Inde d'une part, et après vous prenez l'Indochine, vous la traitez de l'autre côté, vous n'avez pas comparé. C'est ça. C'est ça une étude comparée, c'est ça une comparaison. Similitude et dissemblance. Qu'est-ce que les éléments ont en commun? Qu'est-ce qui différencie les éléments? C'est ça. De la dissertation, après le commentaire 1, présenter les auteurs. C'est comme si les élèves ne savent pas c'est quoi un auteur. Il y a certains qui ont tenté de présenter Nehru. Il y a ici Nehru. Il y a Nehru. Oui, il y a Nehru, mais Nehru n'est pas un auteur ici. Les auteurs, malheureusement, les gens ne parlent pas en français. Les auteurs des textes. Texte 1, on a mis auteur. Source, Ali Mohamed Jinnah. Texte 2, Ho Chi Minh, vous n'avez pas vu ça? Si vous présentez Nehru, vraiment. Un prénom, Ali Mohamed, nom de famille Jinnah.
Date de naissance 1867, date disparition 1948. Il reste maintenant quoi? En fonction était un homme politique, politicien, nationalité indien. Je n'ai pas mis de l'Inde. Indien, nationalité. Soit indien. Je n'ai pas dit hindou. Hindou. Hindou est une religion. Il y a l'hindouisme. Je ne sais pas si vous connaissez. On vous a appris ça normalement en première. L'hindouisme. Hindouisme est une religion, les hindous. Ceux qui ont la religion, donc l'hindouisme. Mais la nationalité, c'est indien. N'est-ce pas? Événement, la création de la Ligue musulmane en 1906. Événement, l'apparition de l'Inde en 1947. N'est-ce pas? Je pourrais mettre encore gouverneur du Pakistan en 1947. Gouverneur. N'est-ce pas? Oui, après il y a Ho Chi Minh, prénom, celui-là je le présente 1000 fois. Nguyen Sinh Khun, dit Ho Chi Minh, est né en 1890. Bon, il était un homme politique vietnamien. Je n'ai jamais dit indo-chinois. Vietnamien. N'est-ce pas? Il fut le président de la République du Vietnam Nord. N'est-ce pas? Il est décédé en 1969. Il reste quoi? Événement. Ho Chi Minh s'est illustré à la création du Parti communiste indo-chinois en 1930, à la déclaration d'indépendance le 2 septembre 1945, à la création du Viet Minh 1941, ou bien la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh. N'est-ce pas? Rien que la question, notez combien de points? 6 points. Là, vraiment. Pour un élève, vraiment, moi, il va avoir 6 points. N'est-ce pas? Contexte. Dégager le contexte en expliquant 2 facteurs de l'émancipation des colonies. Les textes maintenant portent sur quoi? Il y a un texte, le texte 1, un texte maintenant qui porte sur l'Inde, un texte 2 qui porte sur l'Indochine. Ho Chi Minh, il parle de l'Indochine. Les 2 textes maintenant ont une idée générale. L'idée générale, c'est la décolonisation en Inde et en Indochine. Les 2 textes s'inscrivent dans le contexte général de la décolonisation en Asie, particulièrement la décolonisation en Inde et en Indochine. Oh, je n'ai pas écrit Indochine, en Inde et en Indochine, merci. En Inde et en Indochine. Point. La décolonisation est un mouvement d'émancipation des colonies. J'ai fait un contexte. Je dois expliquer quoi? 2 facteurs de l'émancipation. À la ligne alinéa, cette décolonisation est due à plusieurs facteurs. J'ai appris plusieurs, internes et externes. Tels que les facteurs, tels que je prends le rôle de l'ONU, les partis politiques. Je pourrais mettre le tiers-monde, la conférence de Bandung, l'anticolonialisme des 2 grands. Je pourrais mettre encore les syndicats, le système colonial. Donc les causes sont très nombreuses. Néanmoins, j'ai mis 2. Le rôle de l'ONU et les partis politiques. On a dit expliquer à la ligne alinéa le rôle de l'ONU. L'ONU est créée à la conférence de San Francisco en 1945, n'est-ce pas? L'ONU, la charte de l'ONU a un article 1 qui épingle les puissances coloniales. L'article 1 des Nations Unies stipule, j'ai dit ouvrir les guillemets, les relations amicales entre les nations devraient être fondées sur le principe de l'égalité et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 réaffirme l'égalité des peuples, quelle que soit leur origine, leur langue et leur religion. Donc l'ONU a été un élément déterminant dans la décolonisation. Les partis, voilà pourquoi j'ai mis voir le cours, parce que le tout est dans le cours. Les partis politiques, le système colonial s'accompagne de la création d'écoles. Les colons ont dû créer des écoles dans les colonies. Et les écoles ont vu de grands intellectuels tels que Senghor, tels que Césaire, tels que Nkrumah, tels que Ho Chi Minh. Après de brillantes études dans les colonies, les intellectuels arrivent dans les capitales des pays colonisateurs. Césaire arrive à Paris
Damas arrive à Paris, Chanta et l'autre arrive à Paris. N'est-ce pas? Ho Chi Minh arrive à Paris parce que ce sont des colonies, ou bien c'était des colonies françaises. Gandhi, Nehru, Nkrumah arrivent à Londres. Après des études, ils terminent, ils reviennent dans la colonie et une fois dans la colonie, ces intellectuels-là se lancent dans la création de partis. Et ils commencent à revendiquer autonomie, plus de liberté et plus tard indépendance. Donc dans la décolonisation, il y a le rôle des partis politiques. N'est-ce pas? Troisième et dernière question. Là aussi, j'ai mis voir le cours. Tout ce que j'ai dit est dans le cours. Dégager la portée du texte 2. Il y a 2 textes. En analysant 2 événements qui ont marqué l'évolution de l'Indochine de 1946 à 1975. Moi, je regarde que le texte 2. Le texte 2 porte sur quoi? Indochine. Comment l'Indochine a évolué de 1946 à 1975? On vous dit maintenant, vous allez analyser 2 événements. Moi, je suis historien, par exemple. Par exemple, je suis historien. Bon, on va mettre ici. Je ne veux pas effacer pour l'instant. 1946 jusqu'en 1975. Événements portant ou bien qui touchent l'Indochine. Je pourrais avoir 1946. Pourquoi pas les accords du 6 mars. Accord du 6 mars. On l'a pas. N'est-ce pas? Entre Ho Chi Minh et Jean Saint-Denis, le commissaire français. On a vu tout ce qui a été dit. On a dit encore, il y a 1946, début de la guerre d'Indochine. Début de la guerre d'Indochine. N'est-ce pas? 1954, je pourrais mettre encore accord de Genève. Accord de Genève. N'est-ce pas? Je pourrais mettre encore 1975. 1975 ou bien 1900, pourquoi pas 1914 d'abord. Défaite américaine en Indochine. Défaite américaine en Indochine. C'est ça. Je pourrais mettre 1975, réunification des 2 Vietnam. Les événements sont très nombreux. Vous, on vous demande combien? 2. Moi, j'ai pris 2 exemples. La décolonisation déclaration d'indépendance en Indochine, déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance en Indochine a entraîné la guerre d'Indochine 46-54 et la signature des accords de Genève. J'ai pris 2. Pour certains maintenant, ils ont recopié toute la leçon et j'ai donné 0. On a dit combien d'événements? 2 événements. Où sont les événements? Vous recopiez toute la leçon? Fall, vous recopiez toute la leçon. Quels sont les événements ici? Bon, c'est un exemple. Quels sont les événements ici? Regardez les événements, ils sont très nombreux. Accord du 6 mars, début de la guerre d'Indochine. Je peux avoir encore quoi? Accord de Genève, guerre du Vietnam, deuxième guerre du Vietnam, défaite américaine en 1974, réunification du Vietnam. Il y a combien d'événements? Deuxième guerre du Vietnam. Il y a combien d'événements? Plusieurs. Donc moi j'ai demandé 2. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu ça? 2. Pour certains, ils ont tout mis et après maintenant, quels sont les événements? Je vais devoir maintenant compter 2, le reste je barre. Bon, c'est ça. Effacé, on passe en revue la géographie. En 1, les bases de la puissance américaine. Ça, c'est la première partie de la leçon. Les fondements. On pourrait dire fondements, on pourrait dire les bases, on pourrait dire les socles de la puissance américaine. Les ressources naturelles, le capitalisme, l'esprit yankee, la main-d'œuvre, on a dit encore, l'aptitude d'administration et de gestion des Américains.
N'est-ce pas? Analyser les défis du modèle américain. On a dit les, ici on n'a pas donné un nombre. Si on dit les, et l'élève maintenant donne 2, minimum 2 et maximum 3. N'est-ce pas? Analysons les défis et proposer 2 stratégies pour relever un défi. Défi, il y a dans le cours, on a parlé de concurrence étrangère, n'est-ce pas? On a parlé de vieillissement, on a parlé de dépendance énergétique, on a parlé de déficit budgétaire, déficit commercial, n'est-ce pas? Je vais mettre les défis, analyser des défis avec lesquels je serai à l'aise pour proposer maintenant des solutions, des stratégies. Le vieillissement, stratégie, il faut des politiques natalistes. Deuxième stratégie pour mettre fin à ce vieillissement, il faudra peut-être investir à la robotisation, avoir une main-d'œuvre. Dépendance énergétique, défi. Comment mettre fin à ce défi? Peut-être maintenant la surexploitation des ressources du pays. Les États-Unis doivent exploiter leurs ressources. Le pays est très riche en ressources minières et énergétiques. Mais les Américains préfèrent garder les ressources pour les générations à venir et être dépendants. Si les Américains sont de politique et décident d'exploiter en quantité donc leurs ressources, on pourrait mettre fin à la dépendance énergétique. Il faut que les Américains s'orientent vers l'énergie nucléaire, comme le Japon, les centrales nucléaires pour avoir de l'électricité. C'est ça. Si j'ai 1, 2 du moins localisés, certains ont essayé de localiser autant de pays, sinon les 27 pays. C'est peine perdue. On a dit les pays du document, n'est-ce pas? La partie document 2, localiser. Un élève qui comprend bien la consigne, il peut créer un tableau. En mettant ici pays membres et dans le tableau il est en train maintenant de les classer. Et pays membres, il met Allemagne, France, Grèce. Pays non membres, Roumanie, Bulgarie, Danemark. J'ai déjà appris comment maintenant comprendre que tel pays est membre, tel pays n'est pas membre. On avait vu la technologie. Voilà, donc il y a 7 pays non membres, il y a 20 pays membres de l'Union européenne, de la zone euro. N'est-ce pas? Maintenant, je vais localiser Allemagne à sa place dans le tableau, dans le fond de carte, la France, la Grèce. Et après, je prends une couleur, la couleur bleue, je colorie la case Allemagne, la case France, la case Grèce et je mets à côté la légende pays membre. Je localise encore la Roumanie à sa place, je mets Roumanie. Je mets Bulgarie à sa place, Danemark à sa place. Je prends une autre couleur, jaune, je colorie Roumanie, Bulgarie, Danemark. Je mets la légende de mes pays non membres. Et là, vous avez 6 points. Ça, vous avez 6 points. Mais avant de pouvoir classer, il faut apprendre la leçon. Si vous n'apprenez pas la leçon, même si c'est facile aussi, vous n'allez pas classer. Deuxième question, représenter le PIB par habitant de l'Allemagne, de la France, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Grèce. Ici, on n'a pas demandé à représenter le PIB par habitant du Danemark. Le Danemark n'est pas demandé ici. Beaucoup se sont aventurés à calculer pour le Danemark. On a dit Allemagne, France, Roumanie, Bulgarie, Grèce, clairement. Donc l'élève, avant de représenter le PIB, le diagramme du PIB par habitant et de la croissance, il faut avoir le PIB par habitant. Et l'élève n'a pas le PIB par habitant, il calcule. PIB par habitant égale à PIB divisé par population. On fait PIB par habitant Allemagne, PIB Allemagne divisé par population Allemagne. Je fais, et donc je trouve 47 000. J'ai fait pour la France 39 000, la Roumanie 12 000, la Bulgarie 10 000, la Grèce 17 000. Maintenant, je dois représenter un graphique, dans un graphique. Le graphique doit avoir 2 axes désordonnés. Pourquoi? Parce que le PIB par habitant unité, dollar par habitant.
et la croissance du PIB unité en pourcentage. Donc, je dois avoir deux axes désordonnés. Sur un axe désordonné, je mettrai le PIB par habitant, par exemple, et sur l'autre, je mettrai la croissance du PIB en pourcentage. N'est-ce pas? Et sur chaque axe, il faudra aussi trouver une échelle. N'est-ce pas? Et là, vous construisez un diagramme en barre. Donc, on peut avoir un diagramme en barre. Interprété, nous avons maintenant quoi? Avec le PIB, l'Allemagne a le plus gros PIB, suivi la France, et maintenant, il y a la Bulgarie qui a le PIB par habitant le plus bas. Par contre, avec la croissance du PIB, les pays de l'Est ont des croissances plus élevées. N'est-ce pas? 6% en Roumanie, je ne sais pas combien en Bulgarie. N'est-ce pas? Ainsi, nous avons une Union européenne avec une inégalité de développement. N'est-ce pas? L'Ouest est aujourd'hui le poumon économique par rapport maintenant à l'Est européen. Troisième question, analyser les défis de l'Union. Ici aussi, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de donner des nombres. 2 défis, 3 défis. Ici, on dit analyser les défis. Si on dit analyser sans donner un nombre, l'élève va devoir analyser au minimum 2 et au maximum 3. Minimum 2, maximum 3. Les, au pluriel. Pour que ça soit au pluriel, il faut avoir 2. N'est-ce pas? Et maximum, on a 3. Oui, monsieur. Inégalé, on va parler du vieillissement. Oui. Le tableau 3, ou bien le document 3, porte maintenant sur quoi? Vieillissement de la population. Comment la population européenne est très vieille. Et là, il y a le cours, on a tout dit. Il y a inégal développement, on a vu encore dans le cours. Il y a maintenant quoi? Pluralité de monnaie. Donc le reste maintenant c'est remplir. N'est-ce pas? Si vous avez appris bien sûr la leçon. Oui. Et maintenant, c'est ça. Kadior Média, la chaîne du Kadior.